Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du webinaire sur l'intelligence artificielle pour la formation et la communication. On se retrouve également à la fin pour un petit débrief sur vos questions. Bon visionnage et à tout à l'heure. Voilà, je propose de débuter cette présentation tout de suite. Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième session de notre sujet sur l'intelligence artificielle pour la formation et la communication. Donc l'art de communiquer avec l'intelligence artificielle. Voici le plan de ce qui nous attend aujourd'hui. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas eu besoin d'avoir accès à la première session pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette deuxième session. Dans un premier temps, on va faire un petit rappel des outils que l'on a déjà étudiés dans la première session. Entre parenthèses, la première session complète, vous pouvez la retrouver en replay. Donc la boîte à outils, ensuite on va voir comment préparer le terrain et créer un contenu bienveillant et impactant. Pour commencer, je propose de me présenter. Bon, je m'appelle Céric Vasseur, je suis conférencier, formateur, chroniqueur, spécialisé en intelligence artificielle et robotique. Comme vous le savez, c'est quelque chose qui me passionne depuis très, 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 très longtemps. Ça fait maintenant 20 ans que je travaille sur de nombreux projets en recherche et développement, en tant qu'analyste programme, responsable département informatique, consultant formateur, conférencier, chroniqueur et animateur d'événements liés aux nouvelles technologies. Donc, vous retrouverez au début du support mon adresse mail. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous êtes curieux et curieuse, vous avez mon petit site internet sur lequel vous pouvez retrouver les sujets que j'anime durant l'année. Alors, la boîte à outils avec les rappels de la première session. Tiki tiki tic. Alors, déjà, pour les fêtes, je voulais juste commencer par ça. Vous voyez que ChatGPT s'est mis sur son 31 et ils ont rajouté un petit chapeau sur l'interface. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi, je trouve ça très sympathique. Voilà, ça fait penser un peu à VLC aussi qui fait la même chose. Alors, on parle d'intelligence artificielle pour la communication et la formation. L'intelligence artificielle peut apparaître sous plusieurs formes, en tout cas sous plusieurs formats. Donc, ça peut être pour le traitement de la voix, le traitement de l'image et les données brutes lors d'une formation, lors d'un projet qui nécessite en tout cas du traitement de données pour de la communication. Et la partie texte. Pour le déroulé de cette présentation, nous allons surtout nous concentrer sur la partie texte. Par contre, il est intéressant aussi de savoir, alors j'aurai peut-être l'occasion d'en parler dans d'autres présentations, il est possible de s'intéresser à la partie voix pour transformer la voix en texte, le texte en voix, pour pouvoir faire par exemple du sous-titrage automatique ou encore analyser la qualité du timbre, de la sonorité de la voix. Et puis du côté image, on peut identifier ce qui est à l'écran, pouvoir positionner par exemple une personne sur scène, savoir si elle est correctement positionnée, si elle est à gauche, à droite, ou déclencher des actions scéniques en fonction de son mouvement. Par exemple, il lève un bras, on lance une musique, il lève un autre bras, une autre musique. Voilà, des choses comme ça. Ensuite, on peut travailler aussi sur les données brutes. Alors, ça peut être les statistiques web, les ventes, les paniers, et même les positions aussi des personnes sur scène, dans une salle ou dans un supermarché pour pouvoir adapter la communication. Ça peut être communication sous forme de slogans publicitaires, de voix off ou de choses comme ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est un panel d'outils et nous allons essentiellement nous concentrer sur la partie texte. Alors, pourquoi utiliser l'IA en formation? Quelle est la plus-value humaine? Donc, l'intérêt, c'est la personnalisation et l'adaptabilité du contenu. Donc, on peut avoir un discours, un texte, un poème, et soudainement se dire, je voudrais l'adapter pour le rendre plus joyeux, plus triste, plus dynamique, plus impactant, etc. Donc, on peut vraiment adapter le contenu facilement. On peut l'adapter aussi à des personnes qui sont en situation de handicap par rapport, par exemple, à des métaphores qui peuvent être un peu compliquées à comprendre. On peut les détecter et les remplacer, entre autres. Voilà, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses de ce genre-là. La partie accès et soutien en continu, c'est vrai que l'IA
aura tendance à ne pas se fatiguer, à être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut savoir que vous avez, par exemple, on va utiliser le terme psychologue, donc c'est un peu exagéré, mais voilà, vous avez des chatbots psychologues aujourd'hui qui existent avec des millions d'utilisateurs à travers le monde et qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parfois et même souvent avec un appui de vrais psychologues humains. Vous avez même l'armée américaine qui utilise des chatbots de ce type-là. On s'intéresse aussi à la partie engagement et interaction. Donc, on peut avoir des outils, notamment comme les chatbots, qui peuvent comprendre le contenu, la teneur d'un texte, d'un échange par chat ou autre en temps réel et créer un contact constant avec les personnes avec lesquelles vous discutez. Et enfin, l'utilisation de l'IA permet d'optimiser son temps. Vous avez brutalement un centre de formation qui vous dit, voilà, il me faudrait un déroulé heure par heure, minute par minute de mon support. Vous avez déjà le support, vous le connaissez sur le bout des doigts, et vous donnez ce support-là à ChatGPT, vous lui demandez de faire le déroulé, il le fera pour vous et vous gagnerez un temps fou plutôt que de passer un temps phénoménal à décortiquer votre support et à calculer les minutes les unes après les autres. Et tout ça nécessite une expertise, l'expertise du formateur et du communicant, qui peut peut-être donner sous forme de support, de foire aux questions, d'exemples, de textes d'entraînement, pour que le ChatGPT notamment, ou d'autres outils, puissent permettre de s'adapter à vos objectifs. Parmi les chatbots du marché, vous avez ChatGPT, Bard, Claude, Llama. Vous avez aussi les GPTs qui sont assez récents, qui sont des chatbots que vous pouvez personnaliser très très facilement et partager entre les personnes qui sont équipées de ChatGPT+. Alors pour le moment, je pense que ça va être ouvert après à d'autres personnes. Vous avez aussi la possibilité, quand vous êtes un petit peu développeur, de créer un chatbot personnalisé et l'intégrer par exemple sur votre site internet avec un accès à des API pour pouvoir déclencher des actions aussi spécifiques par rapport au service que vous voulez rendre. Vous avez des IA génératives qui sont spécialisées pour les développeurs, les copywriters, pour créer des PowerPoint automatisés. Vous avez des IA génératives qui sont spécialisées pour les psychologues, le droit, la finance. Et vous avez aussi des IA génératifs qui sont vraiment spécialisés pour l'illustration avec DALL-E, avec Midjourney, Crayon, Stable Diffusion, Firefly, Ideogram qui est très sympathique par exemple pour faire des logos. Donc ils ont tous plus ou moins leur spécificité pour le côté artistique, pour leur côté facilité d'utilisation, d'intégration avec d'autres outils, pour la capacité à s'intégrer facilement avec Photoshop. Voilà, vous avez différents outils et il faut encore aujourd'hui regarder où on peut les utiliser en fonction du travail que vous voulez accomplir. On peut, avec l'IA générative, créer des contenus très variés, que ce soit des présentations commerciales, des supports, des quiz, des corrigés, des traductions, des discours, des scénarios, des poèmes, des haïkus, etc., etc. Donc ça, aujourd'hui, on le maîtrise, mais encore, ce qui est intéressant de savoir, c'est d'aller un petit peu plus loin que le texte générique qui peut être proposé par ChatGPT, et ça va être l'intérêt de ce qui va suivre ensuite dans ma présentation. Voilà quelques exemples de prompts que l'on peut trouver, alors qui sont déjà un petit peu, enfin, assez sympathiques. Par exemple, on peut demander d'écrire, il y a une petite coquille, j'ai toujours pas enlevé depuis la dernière fois, décris-moi la méthode de communication XXX et applique-la sur le discours suivant. Donc, il existe une panoplie de discours, de méthodes de communication différentes et on peut l'appliquer à un discours existant, par exemple. Est-ce qu'on peut faire la liste des biais cognitifs pour pouvoir vendre un grille-pain? Est-ce qu'on peut estimer si un effet Barnum est associé à un texte étudié? Peut-on raconter la fable du corbeau et du renard du point de vue, alors ça peut être du corbeau, ça peut être du point de vue du fromage, etc., etc. Donc vous avez toute une série de prompts pour montrer on peut créer des choses qui sont, en étant astucieux, qui permettent de gagner du temps et de créer des choses plutôt originales avec ces outils. Alors, nous avons les outils, maintenant nous allons préparer le terrain, notamment par rapport à des questions qui étaient posées précédemment et qui revenaient assez régulièrement.
Donc, c'est notamment la possibilité de vérifier la véracité de ces données. Ça, c'est un point qui a beaucoup fait parler, en tout cas par email et dans les formulaires que j'ai fait passer. Donc, ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est très paradoxal. Vous avez ChatGPT qui peut avoir notamment ce qu'on appelle des hallucinations. Donc, quand il ne sait pas, il peut inventer, ce qui va poser problème. Et en même temps, vous avez ChatGPT qui, aujourd'hui, dans sa dernière version, est capable de se connecter à Internet et d'aller vérifier, d'aller récupérer un site sur lequel on va vérifier quelque chose que vous êtes en train d'écrire et il va pouvoir vous dire si c'est vrai ou pas par rapport à la source que vous êtes en train de lire. Donc là, on a la possibilité, donc avec ChatGPT, de demander à clarifier ce que vous voulez vérifier, d'analyser avec ChatGPT ensuite pour pouvoir avoir une synthèse des données. Donc on a un texte avec des faits, par exemple des faits historiques ou tout ce que vous voulez, et on va pouvoir avoir un listing de ce qu'on veut vérifier. Et enfin, on peut aussi, en point 3, comparer les informations avec d'autres sources fiables. Alors, on peut se fier en partie aux données de ChatGPT. ChatGPT, en tout cas, est alimenté par des données qui sont inspirées sur le web un peu partout. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Et on peut demander, enfin, en tout cas, moi, je trouve ça assez intéressant à ChatGPT d'aller chercher des sources et de les citer. Donc, on peut avoir tout un listing de sites Internet par rapport à l'information que vous voulez vérifier. Et enfin, on peut faire une petite critique et une synthèse finale sous forme de tableau, par exemple. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. On peut demander si la Lune tourne autour de la Terre. Voilà. Et ensuite, on peut demander déjà une première analyse à ChatGPT. Donc, il va nous dire la Lune tourne effectivement autour de la Terre, etc., etc. Et enfin, on peut lui demander de citer les sources d'informations fiables auxquelles il peut accéder. Donc là, il va commencer à aller chercher sur le site de la NASA, du CNRS, tout ce que vous voulez. Il va vous proposer différentes sources d'informations. Là, il nous a proposé par exemple des codex, les décodeurs, le site internet vrai-faux, etc. Donc, il peut nous proposer ça. Et après, on peut lui demander d'aller piocher sur ces différents sites les informations pour vérifier si oui ou non c'est vrai ou faux. Et on peut également, j'allais l'oublier, fournir vos propres PDF ou des documents Word. Si vous avez des sources d'informations fiables, vous pouvez alimenter ChatGPT avec. Et une fois que c'est fait, ben, on peut avoir un petit tableau. Donc concrètement, ben, ça ressemble grosso modo à ça pour une analyse plutôt rapide. Voilà. Est-ce que la Lune tourne autour du Soleil? On voit que le décodex dit oui, 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 oui. Et puis là, ben, il nous a sorti une source un peu bizarre. Bon, là, on sait qu'on ne peut pas le vérifier avec cette source. Et la dernière source ici, avec la base de données de ChatGPT, nous dit qu'a priori, oui, avec une fiabilité qui est estimée par ChatGPT. Donc on voit qu'on a une seule information et qu'on a réussi à croiser nos sources avec ChatGPT. Donc a priori, la Lune tourne bien autour de la Terre. Donc ça, on peut le faire manuellement en demandant à la suite une question après l'autre, de pouvoir alimenter voilà, ce listing de sources, le listing des sites internet, etc., etc. Et si vous voulez gagner un peu de temps, je sais qu'une chose aussi qui est revenue souvent, c'est comment gagner du temps et comment automatiser sans être forcément développeur. Et là, vous avez des plugins pour ça. Alors, parmi les plugins qui existent, vous en avez un qui s'appelle GPT for Cheats qui nécessite d'avoir une clé API de ChatGPT. Alors, je vous conseillerais de rejeter un petit coup d'œil, il y a des documentations, il y a même des petites vidéos qui vous expliquent comment faire ça. Vous devez associer un numéro de carte bleue. Ah, voilà. Ça, c'est là où le bas blesse, mais en même temps, vous pouvez lui associer aussi un montant maximum. Enfin, voilà, vous avez des sécurités. Ce qui peut être intéressant, c'est que finalement, en utilisant le plugin, vous pouvez avoir quelque chose qui vous coûtera moins cher que les 20 euros par mois de la version ChatGPT+. Voilà, ça dépend après de l'usage que vous en faites. Si vous utilisez ce type de plugin pour écrire des milliers de pages par jour, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va être moins avantageux. Par contre, pour un usage, on va dire, quotidien, régulier, personnel, pour vérifier un support de temps en temps, ça ne posera pas de problème. Ici, vous avez aussi ChatGPT Plus qui propose des plugins. Donc, vous avez toute une série de plugins et vous avez WebPilot qui permet de faciliter la navigation sur Internet. Vous en avez des centaines et des centaines d'autres. Mais en tout cas, ce type de plugin permet aussi de gagner du temps. Vous avez des plugins qui permettent de créer des petits programmes en ligne, juste en décrivant ce que vous voulez que le programme fasse. Vous avez des plugins qui permettent de vous connecter à vos documents Google Doc, Google Sheet, etc. Il faut se documenter plugin après plugin pour voir comment ça fonctionne, mais en général, ça vous permet de gagner du temps et ne pas avoir besoin d'avoir des compétences de développeur.
Et voici un exemple donc avec Google Sheet et le plugin de Google Sheet. Donc on peut avoir à gauche le texte qu'on veut vérifier et à droite on va charger. Donc on est sur Google Sheet un peu comme Excel pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser et on lui met dans la cellule la fonction égale GPT et puis vous avez une dizaine, une vingtaine de fonctions qui sont associées au plugin et vous demandez vous mettez un texte à l'intérieur de ce texte-là. Ça va être est-ce que tu peux vérifier que et hop, vous concaténez, vous associez le petit texte à côté, que les humains peuvent vivre sans eau pendant un mois. Drap, vous déroulez vers le bas et ça va automatiser les recherches. Donc, vous n'êtes pas obligé ici de ressaisir toutes les informations dans une fenêtre de chatbot de ChatGPT. Ça va le faire euh, très rapidement sans avoir besoin de tout retaper à chaque fois. Et donc là, avec ce genre de plugin, vous allez gagner un temps phénoménal donc pour vérifier une info, mais pour créer aussi du texte, pour créer des quiz, pour créer absolument tout ce que vous voulez. Je reviens juste un cran en arrière, si j'y arrive. Hop, voilà. Je vais juste vous montrer en tout cas la petite formule voilà, qui est indiquée ici. J'ai peut-être été assez rapide. Une fois que vous avez installé le plugin GPT for Cheats, vous voyez ici à quoi ça ressemble. Dans la cellule, vous tapez égal GPT entre parenthèses, et puis là, vous mettez votre petit prompt sous forme de texte en anglais, en français, enfin la langue que vous voulez, et vous pouvez modifier ce texte-là aussi pour l'attacher à la valeur d'une autre cellule. Donc c'est ce que j'ai fait ici, pouf, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir un résultat sous forme de tableau créé très rapidement. On est toujours dans la préparation de votre document. Vous avez donc vérifié que votre document est déjà vérifié. Voilà, les informations sont sourcées. Vous pouvez afficher ces sources-là dans votre document. Une chose aussi que je voulais mettre aussi en pratique, c'est tester l'effet Barnum. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut demander à ChatGPT d'expliquer ce qu'est l'effet Barnum. Donc, un effet Barnum, c'est un document, enfin un texte qui va donner l'impression qu'il vous est personnel, qu'il est extrêmement précis et que ça parle de vous, un peu comme on peut dire un horoscope. Voilà. Vous pouvez essayer, vous mélanger tous les signes de l'horoscope et après vous demandez si la personne se sent toujours concernée. Ben, oui, oui, il y a de grandes chances que la personne se sente concernée. Ici, vous avez un exemple. Donc, on a créé ici un texte à effet Barnum, avec ChatGPT d'ailleurs. Donc là, vous avez une nécessité innée d'être compris et apprécié. Par moment, vous êtes très indépendant et terminé, mais à d'autres moments, vous êtes ceci, cela. Voilà, c'est un texte à effet Barnum. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut demander à ChatGPT d'analyser ce type de texte et de vérifier si effectivement il y a bien un effet Barnum caché dessous. Et là, on voit qu'effectivement, ChatGPT nous indique que le texte que vous avez fourni présente des caractéristiques typiques de l'effet Barnum et encore plus intéressant, c'est qu'il va nous expliquer pourquoi. Donc on voit qu'il y a des généralités applicables à beaucoup, des contradictions, des absences de spécificité et des flatteries positives. Donc apparemment, c'est un problème que de flatter. Bon, on peut se flatter de temps en temps, mais pas trop. Voilà. Donc ça, en tout cas, déjà, avec ces deux outils-là, on a la possibilité donc de vérifier le contenu de tout ce qu'on est en train de dire. Et puis en plus, on peut s'assurer qu'il n'y a pas un effet Barnum derrière un texte qu'on vous donne ou par rapport à ce que vous êtes en train d'écrire. Autre chose aussi qui est intéressante pour pouvoir construire un contenu, c'est s'intéresser aux personas. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un persona? Ce sont des personnages fictifs, des personnages imaginaires qui vont permettre de décrire votre clientèle, votre cible. Donc, vous êtes, par exemple, vous créez un outil qui permet de faire des recommandations de films et vous demandez à ChatGPT de créer des personnages qui seraient sensiblement intéressés par cet outil ou pas. Donc, vous avez toute une série de personnages qui sont créés. Et une fois que vous avez créé ces personnages-là, vous pouvez décrire votre projet. Et là, ici, par exemple, on a été un petit peu contraignant. On a dit, voilà, notre outil de recommandation de films, il va fonctionner que sur des consoles. Il n'y aura que des consoles de jeux qui sont compatibles. Et on repasse au crible l'ensemble des des personas qu'on a créés juste avant. Donc, on a par exemple le cinéphile averti, la famille occupée, et on voit qu'il peut y avoir des petits soucis. Là, par exemple, le cinéphile averti, ben, il n'a pas forcément une console de jeu. Donc là, on va avoir un petit descriptif et voilà, il nous parle des plateformes. Il n'a peut-être pas forcément de console, il n'a pas la plateforme adaptée par rapport à notre projet. Donc ça, c'est aussi une façon de préparer le terrain et de voir qui va lire notre discours, qui va lire notre prospectus, notre article, etc. On peut créer des personas et les simuler, en tout cas, la lecture, la consultation de notre document, de notre discours, de notre projet, avec ces personnages fictifs, pour vérifier si on accroche tout le monde.
Ensuite, vous avez aussi toute la partie émotion, storytelling. Alors, à partir d'un discours, on peut associer, modifier ce dernier avec des émotions. Ça, j'en avais déjà parlé dans la première session. Donc, on peut rajouter de la peur, on peut rajouter de la confiance, de la sérénité, de la joie. Et inversement, ça permet aussi d'estimer les émotions qui se cachent derrière, par exemple, le commentaire d'un client. Donc, alors ça, c'est la petite roue des émotions version canard, voilà, qui a été créée par Dali. C'était juste pour la petite esthétique de la chose. Ici, on retrouve donc des commentaires clients. Donc, on a service exceptionnel, assez déçu, etc. Et comme on l'a fait tout à l'heure avec Google Sheet, on a créé une petite fonction ici où on demande à ChatGPT, voilà, estime l'émotion, si elle est, enfin, l'avis est positif ou négatif. Et si c'est positif, affiche positif. Si c'est négatif, affiche négatif. Et de l'autre côté, on lui demande, par rapport à la roue des émotions, de lister les émotions qui sont associées au texte qui est ici. Et donc, on a quasi instantanément, vraiment en quelques secondes, le listing des avis, les listings des émotions, et ça nous permet de répondre, en tout cas, ou de détecter les avis négatifs très très rapidement, parce que là, on en a bon, une dizaine, ça peut se faire assez facilement, mais lorsque vous arrivez un lundi matin et que vous gérez un très très gros, je ne sais pas, une très grosse banque, par exemple, un très grand centre d'attraction, ben voilà, pouvoir détecter rapidement les avis négatifs et y répondre le plus vite en priorité et savoir quoi dire, c'est des outils qui peuvent vous permettre de gagner du temps. Je propose d'avancer. Nous allons voir comment créer un contenu bienveillant et impactant. Alors, j'ai déjà parlé dans la première session des stratégies, des techniques avancées de communication et de présentation. Il en existe beaucoup et ce qui est très intéressant, c'est que ChatGPT les connaît. Alors, il ne les connaît pas toutes, mais en tout cas les principales. Ce qui est par exemple communication assertive. Voilà, on ne dit pas il est grand, il est petit ou c'est large ou c'est étroit. On dit voilà, ça fait 1,90 m et comme ça, on a quelque chose à plus ou moins 1 cm, on a quelque chose d'assertif. La communication positive, la communication bienveillante, la communication non violente avec des méthodes, desk, tout ça, ce sont des choses que ChatGPT connaît. Donc même si vous ne savez pas quelles sont les stratégies et techniques avancées de communication et de présentation, vous pouvez demander à ChatGPT de les lister. Comme ça, vous avez le petit listing qui apparaît comme ici. Et après, vous pouvez rentrer dans les détails, dire explique-moi ce qu'est la méthode desk, explique-moi ce qu'est la méthode son casse, par exemple, etc., etc. Et ça vous permettra d'en savoir plus et de trouver quel est l'outil le plus approprié par rapport à ce que vous voulez faire. De la même façon, vous avez des outils qui permettent d'analyser avec ChatGPT. Vous avez tout ce qui est neuropsychologie, psychographie, des personnalisations qui sont basées sur les besoins du public. Voilà, ChatGPT, psychologue à ses heures perdues, et il est capable de détecter un mode de pensée, un mode de fonctionnement en lui demandant si voilà, la personne est plutôt, on va dire, plutôt triste, joyeuse, etc. ChatGPT va être capable de détecter les émotions et d'aller même au-delà de ça, voir si la personne est motivée, par exemple. Et donc ça peut nous être utile. En parlant de communication bienveillante, voici un exemple de texte qu'on peut tous un jour recevoir dans sa boîte à lettres. Hop, demain, rendez-vous à 10 heures, aucun retard ne sera toléré. C'est un peu sec. Et ce que je trouve ça très intéressant, en tout cas, il y a eu des publications, il y a une publication assez récente qui montrait que ChatGPT pouvait produire des textes qui sont, entre guillemets, plus humains que les humains. Dans le sens où ChatGPT ne va pas se fatiguer, il est capable d'écrire des messages en utilisant des tournures positives, plutôt bienveillantes, très très facilement, très instinctivement, on va dire d'un point de vue électronique, alors qu'un être humain, bah, lui, il va fatiguer, il va pas être forcément en forme, il va pas connaître les bons mots à utiliser. Et donc, une petite phrase aussi sèche que celle-là, elle peut se transformer en quelque chose de plutôt enjolivé. Voilà, bonjour à tous. Nous souhaitons vous rappeler que nous avons une réunion importante demain à 10 heures, ou des fois, on peut mettre aussi, nous avons hâte de vous voir demain. Voilà, la ponctualité sera grandement appréciée, car cela nous permettra de commencer à l'heure, etc., etc. Respecter l'emploi du temps de chacun. Nous sommes impatients de vous voir.
etc., etc. Donc, on peut avoir comme ça des messages qui permettent d'enjoliver notre communication. Alors, est-ce qu'il faut l'utiliser à tous les coups? Oui et non, ça va dépendre de à qui vous écrivez. Si c'est du one-shot, vous pouvez prendre le temps de le relire, de l'adapter par rapport à ce que vous avez l'habitude d'écrire. Mais je trouve que ça peut permettre de s'entraîner aussi à changer un peu de tonalité. C'est vrai que parfois on a l'habitude d'utiliser un certain langage qu'on va utiliser pendant des années. Et puis là, on peut demander à ChatGPT de voir comment, hop, on peut tourner un tout petit peu les choses, le temps que nous-mêmes, nous arrivions à adapter notre propre discours pour le rendre, par exemple, plus bienveillant, plus empathique, etc. Vous avez donc dans les techniques et les méthodes qui existent que j'ai citées avant, vous avez par exemple la méthode de communication qui s'appelle DESC, D-E-S-C. Donc il est capable d'expliquer ce qu'est la méthode de DESC. Donc il va vous dire que ça permet de décrire, bon, on va vous conseiller en tout cas de décrire la situation de manière objective, sans jugement, d'exprimer vos sentiments et vos émotions de manière claire, de spécifier ce que vous souhaitez ou ce que vous proposez comme solution et enfin de terminer sur des conséquences. Et alors là, ce qui est très magique avec ChatGPT, je rappelle qu'il y a un an de ça à peu près, c'était complètement impossible de faire ça, on aurait pensé à de la science-fiction, mais aujourd'hui, une fois que vous avez décrit la méthode DESC, chose que je vous conseille d'ailleurs à chaque fois que vous utilisez ChatGPT, avant d'employer une méthode, demandez à ChatGPT de l'expliquer. Déjà, ça vous évitera de vous tromper de méthode, mais surtout, plus l'explication est proche du texte, plus il va être plus il va pouvoir l'appliquer facilement au texte. Si vous avez la description et que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de texte, et après vous dites, ben voilà, applique la méthode qui a été décrite des pages plus haut, il peut y avoir des oublis, voilà, comme un être humain finalement. Donc je vous conseille d'avoir la description et ensuite de l'appliquer. Donc une fois qu'on a la description de la méthode, on va pouvoir transformer le texte qui est ici. Voilà, je suis en retard de 1 minute à réunion, j'ai été mis à la porte, ça ne va pas du tout, je vais démonter la pendule de la salle de pause pour me venger. Donc cette phrase-là n'est pas du tout, ne correspond pas du tout à ce qu'on attend de la méthode de DESC. Et on obtient un autre résultat en appliquant la méthode, donc sur cette petite phrase. Voilà, lors de la réunion d'hier, voilà, je décris de façon calme, assertive, je suis arrivé 1 minute en retard, très assertif. Voilà, je me suis senti humilié et frustré. Là, on va parler des émotions, d'être mis à la porte pour un si petit retard, etc., etc. On va spécifier. Donc, je comprends l'importance de la ponctualité, mais je souhaiterais, etc., etc. Et enfin, les conséquences. Cela pourrait contribuer à un environnement de travail plus compréhensif, etc., etc. Donc, c'est la méthode DESC, pareil, c'est une habitude qu'on peut avoir de l'appliquer. On peut l'appliquer au cas par cas lorsque, effectivement, la situation devient tellement tendue. On se dit, ah oui, je me souviens, il y avait quelque chose qui s'appelle la méthode DESC. Donc là, je vais essayer de l'utiliser pour améliorer la communication. Et donc, ChatGPT peut vous aider aussi à mieux comprendre ce type de méthode, quitte après à ce que vous le fassiez manuellement. Si vous avez par contre un grand nombre de mails, de messages à gérer, ben, ça vous permet d'automatiser un petit peu tout ça. Je conseille quand même toujours une petite relecture humaine, surtout si vous êtes dans une situation ou en situation de conflit, pour pas qu'il y ait de soucis. Je vais vous parler aussi d'une autre méthode que vous aurez l'occasion de tester en live ce dimanche, qui s'appelle la méthode des cadrans d'Hermann. Alors, cadran d'Hermann, c'est une méthode qui n'a pas d'appui scientifique, mais que je trouve très pratique et qui se base sur les personas qu'on avait vus avant. Alors, Monsieur Hermann s'est dit, voilà, on a notre cerveau qui est composé d'une certaine façon, on a partie analytique, intuitif, organisé, émotif. Il n'y a pas d'appui scientifique à tout ça, mais en tout cas, c'est très pratique à utiliser si vous voulez faire un discours qui parle à un maximum de personnes en face de vous. Car on peut imaginer que dans une salle, vous avez une centaine d'individus, vous avez des gens, on va dire un quart des gens qui sont très analytiques, qui vont s'intéresser à ça, un quart des gens qui sont très intuitifs, un quart qui sont très organisés et un quart qui sont très émotifs dans l'émotion, etc. Ou ça peut être aussi des gens qui vont avoir un petit mix de tout ça. Mais on peut aussi comprendre que dans un discours correctement construit, voilà, si on oublie les émotions, c'est pas terrible. Si on oublie que 1 + 1 = 2, ça pose aussi peut-être des difficultés. Et donc, l'utilisation de ces 4 quarts, même s'il n'y a pas d'appui scientifique par rapport à l'image qu'on a de notre propre cerveau, en tout cas, on peut considérer ça comme des personas et même l'adapter après par la suite, parce que vous dites, non, moi finalement, je vais faire un travail très technique, donc l'émotion, on peut l'enlever. Voilà, ça peut vous donner des idées justement pour adapter votre discours.
Personnellement, moi, j'utilise, enfin, en tout cas, j'essaie de visualiser quand je monte une conférence. J'imagine toujours que j'ai dans la salle donc, des comptables, des informaticiens pour le côté analytique. De l'autre, j'imagine qu'il y a Steve Jobs et Elon Musk qui sont là toujours en avance sur leur temps, dans l'innovation à tout prix, etc. J'imagine également des militaires, des colonels, des experts normes ISO. Et pour le côté humain, bah, j'imagine qu'il y a l'abbé Pierre et Mère Teresa qui sont en train de m'écouter. Donc, il faut pas, voilà, faut être super humain. Et donc, si on arrive avec un discours, on peut l'adapter en appliquant les différents cadrans. Donc ces cadrans-là, vous avez ChatGPT qui les connaît, et je pars sur un texte que tout le monde connaît, enfin, c'est la fable du corbeau et du renard de Jean de La Fontaine. Donc ChatGPT connaît aussi ce discours, ça aurait pu très bien être votre propre discours, et donc il va adapter la fable en suivant le cadran pour que ça puisse parler aux quatre personnages que vous avez pu voir avant. Donc là, on va essayer de parler à l'expert comptable, donc il va changer un tout petit peu euh, la fable, donc le corbeau perché sur un arbre tenait à son bec un fromage. Le renard, par ses calculs astucieux, ah, les calculs, voilà, le côté mathématique, ça, les personnes logiques aiment bien. Bon. Après, le cadran B, donc par la pratique, donc utilisa une approche directe et pratique. Là, on utilise quasiment le même mot, donc on est sûr de l'emporter. La partie émotionnelle aussi, emportée par ses émotions ici. Et dans le cadran D, bon, on a la suite, le renard, dans une démarche créative, choisit de ne pas recourir à la force, mais à la ruse. Donc on a bien les quatre cadrans qui sont là. Si effectivement dans la salle, on a des personnes très analytiques, très pratiques, émotionnelles et qui sont dans l'innovation, à ces mots-là, en tout cas, ça devrait leur parler. Alors je répète, ce n'est pas une technique en tout cas qui a un appui scientifique sur le lien en tout cas entre la façon dont notre cerveau est constitué et les cadrans n'est pas du tout comment dire, vérifié scientifiquement, mais c'est une méthode qui est très pratique et qui finalement s'appuie sur les personas qu'on a pu voir. Donc on a quatre types de personnes et vous pouvez bien évidemment faire à votre propre sauce. C'est même encore mieux si vous savez exactement qui vous avez en face de vous. Mais là, en tout cas, ça vous permet d'avoir quatre grands archétypes de personnages et ça peut vous aider grandement. Et enfin, bon, vous voyez que la formulation de ChatGPT est assez confuse, bloc par bloc. Vous pouvez demander de réécrire le texte d'un seul bloc. Bon, il a rajouté entre parenthèses cadran A, cadran B, cadran C. On aurait pu lui demander d'enlever ça par la suite. Donc vous avez un texte qui devrait parler en tout cas aux quatre grands archétypes de personnes que vous avez vus juste avant. Alors, je vois que... pap, pap, pap. Alors, est-ce qu'on m'entend toujours? Je pense que oui. Donnez de la couleur à vos messages. Alors, une fois on s'est intéressé justement à ces différents cadrans, il faut savoir que vous avez la possibilité aussi de vérifier si les cadrans sont bien équilibrés. Vous avez déjà écrit un discours, on va dire que vous utilisez la méthode d'Herman ou vous avez créé vos propres personas. Ce qui est intéressant avec ChatGPT, vous pouvez lui demander de colorer, par exemple, les passages qui vont plus parler à un mathématicien, qui vont plus parler à quelqu'un qui est un humaniste, etc., etc. Et vous allez me dire, mais c'est bizarre, je ne vois pas cette fonction de colorisation dans ChatGPT. Ça n'existe pas, mais vous pouvez l'inventer. Dans le sens où ici, on peut lui demander, alors je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément codeuses, provient ici. Tac, tac, tac. On peut lui demander de créer un document HTML, CSS avec les couleurs. Donc, je sais que vous n'êtes pas forcément développeur et développeuse, mais ce texte-là qui va s'afficher à l'écran, vous pouvez le copier-coller et le coller, alors soit sur même un éditeur en ligne, il en existe plusieurs, soit l'enregistrer dans un fichier sur lequel vous renommez en .html, et ça va vous donner un document qui est coloré comme ça. Alors ça, c'est des blocs, mais on aurait pu avoir aussi des morceaux de couleurs qui auraient pu apparaître un peu partout. Donc là, on voit du bleu, du jaune, du vert, du rouge, du vert, mais on voit par exemple qu'il y a beaucoup de vert, et donc si on regarde le vert, tac, 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 on voit que le vert, par exemple, c'est l'émotionnel. On voit qu'il y a un peu plus d'émotion dans le texte que de logique ou autre. Donc ça permet de visuellement, très rapidement, estimer à qui on est en train de parler. Le storytelling, alors j'en avais parlé comme ça très, très vaguement, mais en tout cas pour
vendre le storytelling, c'est quelque chose, en tout cas, qui m'a fait tout de suite tilt quand on rentre un petit peu dans les détails. C'est que le storytelling peut augmenter les conversions de 30 et concernant, en tout cas, la mémorisation, on peut se souvenir beaucoup plus de quelque chose sur lequel on va associer une histoire, qu'un discours sur lequel il n'y a aucune histoire. Donc il y a des tests, des choses, des expériences qui ont été faites, en ligne et plus vous rajoutez de l'émotion, des histoires, ben, ça se vend mieux. Si vous vendez par exemple, vous louez par exemple un appartement, vous dites voilà appartement X mètres carrés, tant d'euros par mois, bon. Et si vous rajoutez une petite histoire, alors vous dites voilà, l'appartement Marie-Antoinette est en location pour les princes, les princesses, etc., etc. Hop, tout de suite, vous pouvez vendre plus. Et puis on se souviendra aussi beaucoup plus de votre appartement. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ce genre de choses. Donc là, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de rentrer dans les détails de toute la partie storytelling avec les émotions. Je vous montrerai juste un petit exemple. C'est qu'on reprend la fable de La Fontaine et on peut tourner la fable pour changer ou mettre en avant certaines émotions. Donc là, j'ai demandé, par exemple, de tout orienter avec de la joie, de la confiance, mais de ne pas utiliser de peur ni de contrariété. Donc on a un début de fable qui a été adapté, voilà, dans un arbre lumineux, joyeux et fier, un corbeau tenait un fromage clair. Il regardait le monde avec confiance, son cœur battant au rythme de l'aisance. Autour de lui, la forêt chantait l'espérance. C'est vrai que ça fait quand même plutôt joyeux et on sent le côté confiance avec espérance, aisance, etc. Puis même le mot confiance qui vient dedans. Donc là, j'ai pas le temps malheureusement de rentrer un petit peu plus dans les détails de ce genre de choses. Le storytelling, c'est c'est tout un dossier. En tout cas, je vous donne en tout cas quelques pistes pour travailler avec les émotions. Donc, vous avez, je reviens un petit peu en arrière, la roue des émotions et vous pouvez adapter un texte en suivant les roues des émotions, par exemple, rendre les choses un peu plus joyeuses. Les biais cognitifs, qu'est-ce donc? Ben, ce sont des illusions pour notre cerveau. Il y a des biais de confirmation, les biais de faux consensus, les biais de disponibilité, etc., etc. De la même façon que tout à l'heure, vous avez ChatGPT qui les connaît, ces biais. Donc, vous pouvez demander un listing et vous pouvez demander le détail de chaque biais. Et ce que vous pouvez faire ou pas, c'est de prendre un sujet. Alors voilà, vous avez le listing de tous les biais qui existent, qui sont connus en tout cas par ChatGPT. Vous voulez par exemple vendre un grille-pain et vous pouvez demander à ChatGPT de créer un texte qui exploite ces différents biais cognitifs. Donc là, vous avez un exemple pour chaque biais. Donc je vais en prendre juste un ou deux. Par exemple, l'effet de faux consensus. Voilà, tout le monde parle de ce célèbre grille-pain. Donc le grille-pain Futura, le choix numéro un des familles modernes. Ne restez pas à l'écart de cette tendance culinaire incontournable. Et vous voyez que les publicitaires adorent utiliser ce genre de biais, donc à utiliser avec précaution ou aussi pour prendre conscience, en tout cas, qu'ils existent autour de vous. Inversement, vous pouvez détecter ce genre de biais dans les discours, dans les textes que vous allez analyser. Je vais en prendre un autre, par exemple, biais de survie. Voilà, le grille-pain Futura est reconnu pour sa durabilité et sa fiabilité. Rejoignez le club des utilisateurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui est prévu pour durer. Ça va durer encore plus longtemps que votre ancien grille-pain, qui peut avoir exactement la même durée de vie. Et donc, tout ça va pouvoir se créer automatiquement. Donc, on connaît en général quelques biais. Si vraiment on s'intéresse beaucoup au sujet, on va les connaître tous par cœur. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec ChatGPT, vous pouvez exploiter tous ces biais et créer un discours qui utilise absolument tous les biais en même temps, pouvoir les tourner un peu sous forme un peu plus présentable et obtenir des choses assez pertinentes. Vous avez aussi alors ça, c'est très intéressant lorsque vous allez commencer à créer un discours sur lequel vous allez avoir beaucoup de répétitions. En tout cas, vous verrez à un moment donné, ça va arriver. Vous avez un discours, vous avez préparé pendant des jours, des mois, etc. Et à force de le relire, parfois, ben, vous ne connaissez plus vraiment la teneur de ce que vous avez écrit. Donc, c'est un peu répétitif, comme les fables de La Fontaine. Par exemple, Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. C'est pas très vivant. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est qu'on peut estimer toutes les émotions qui apparaissent dans un discours, dans un texte. Donc on voit par exemple qu'il y a de l'anticipation, là il y a de la surprise. Donc au lieu de dire par exemple lui teinte à peu près ce langage, on veut dire lui teinte à peu près ce langage. Voilà.
peut rajouter de la surprise, on peut rajouter de l'émotion parce que ChatGPT est en train de rajouter finalement des didascalies. On peut aller beaucoup plus loin. Alors, je vous montrerai ça notamment dimanche pour les personnes qui seront présentes. Mais en tout cas, vous avez le début, c'est que vous avez la possibilité de rajouter, comme ici, des didascalies par rapport aux émotions et ne pas oublier que votre discours a peut-être déjà des éléments d'émotion. Par exemple, vie au dépend de celui qui l'écoute. Ben là, on rajoute de la tristesse. La vie au dépend de celui qui l'écoute. J'exagère volontairement, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc, ça permet de rendre en tout cas votre discours beaucoup plus vivant et beaucoup plus impactant. Nous arrivons à la fin de cette petite présentation. Je regarde le timing. Écoutez, on est bon au niveau timing. Donc, je vous remercie tous et toutes pour votre écoute. On va arrêter l'enregistrement ici. Et pour la suite, ben, j'attends vos questions auxquelles j'espère pouvoir apporter mes réponses. J'espère que cette deuxième présentation vous aura plu. Et comme je l'ai dit, il reste une troisième et dernière session le 10 décembre prochain, sur lesquels vous aurez l'occasion de tester tout ça en live avec moi à Paris. Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis prêt à écouter vos questions que vous pouvez écrire notamment dans le chat. Comme promis, un petit débrief de vos questions et remarques qui sont apparues à la fin de cette session. Alors une petite remarque, c'est qu'effectivement, ChatGPT est capable d'organiser des notes hétéroclites, déstructurées, provenant de multiples sources en un document structuré. L'exemple qui a été donné, c'est de prendre des morceaux de curriculum vitae. Si vous êtes formateur, vous pouvez prendre aussi des exemples de cours, de plans, de choses que vous animez. Mélangez tout ça et ChatGPT pourra vous fournir un curriculum vitae au format que on peut attendre. On peut aussi utiliser, ça c'est quelque chose que j'indiquais, le pré-prompt de ChatGPT+, pour mieux vous connaître. Voilà, vous êtes formateur, vous avez tel métier, tel service. Ça évitera de devoir le préciser à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle conversation avec ChatGPT. Donc ça évite de vous répéter. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser les pré-prompts pour vous prévenir si un échange contient par exemple certaines émotions, des expressions qui peuvent vous alerter. Voilà, ça peut rajouter, vous pouvez demander à ajouter un hashtag alerte à la fin d'un message. Donc si vous avez certains mots-clés ou certains sujets que vous voulez éviter d'aborder ou des copier-coller de conversations aussi qui peuvent être un peu compliquées ou longues à lire, ben vous pouvez avoir ce genre d'alerte automatiquement dès que vous allez converser, dès que vous allez faire un copier-coller avec ChatGPT. Dès que ChatGPT va détecter ce genre d'expression, il va pouvoir vous alerter. Ensuite, il est possible de créer des discours succincts à partir de longs textes. Voilà, c'est intéressant de savoir quand on est très bavard, comme moi par exemple, on peut demander à ChatGPT de raccourcir, de réduire des documents, et c'est vrai que ChatGPT le fait plutôt bien. Ensuite, ça permet aussi de contrôler des textes sensibles en fonction du contexte. Avant d'envoyer un message très très important à un patron, un collègue ou autre, vous pouvez le passer à la moulinette ChatGPT en utilisant aussi, pourquoi pas, une des méthodes qu'on a vues pendant ce webinaire, en communication non violente par exemple, pour être sûr que tout passera correctement. J'ai fait aussi un petit débrief sur l'ensemble de ces deux sessions. Donc vous savez que vous aviez un petit formulaire que vous pouvez remplir avec vos remarques, vos questions. Et voici ce que j'ai noté en tout cas pour les projets et idées sur l'IA en communication et formation. Par rapport à vos projets, il y a notamment un participant qui m'a indiqué travailler sur un prototype d'IA, donc je suis assez curieux d'en savoir un peu plus. Donc si la personne se reconnaît, je vais la contacter. Plusieurs participants expriment un intérêt général pour l'évolution de l'intelligence artificielle, notamment dans les domaines de la génération de contenu innovant, l'enseignement et l'évaluation. Donc voilà, les quiz, les tests, tout ce qui est formation liée à l'IA, et les contenus innovants. C'est vrai que ChatGPT, quand on s'y intéresse, quand on s'intéresse à l'IA, on peut s'imaginer qu'on s'intéresse à l'innovation au sens large. Certains participants sont novices en matière de l'IA ou de l'IA générative et cherchent des informations de base sur l'IA. On a noté aussi qu'il y a un participant qui mentionne spécifiquement l'adaptation du métier de la traduction à l'émergence de l'IA. On a beaucoup parlé de ChatGPT, mais il y a d'autres IA qui sont vraiment spécialisées dans la traduction, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important, très utilisé par exemple en Inde, où il y a énormément de dialectes. D'ailleurs, Microsoft avait fait une conférence
conférences à ce sujet où ChatGPT est utilisé pour faciliter les démarches administratives liées notamment à une très grande multiplicité de dialectes. Avec ChatGPT, on arrive à comprendre la question qui est posée par une personne, quel que soit son dialecte, et donner une réponse le plus rapidement possible dans le dialecte de la personne en question. Appréciation et suggestions pour le webinaire. Donc là, j'ai demandé voilà, qu'est-ce qui vous intéressait dans le webinaire. Et en général, je vois que le contenu était bien apprécié, avec une mention spécifique pour la clarté et l'aspect synthétique. Voilà. Quelques suggestions d'amélioration, ralentir le passage sur les slides. C'est vrai qu'on a 30 minutes, on a eu 2 sessions de 30 minutes, donc j'ai tendance à passer certains slides rapidement, mais comme vous avez un magnifique replay, vous pouvez faire des pauses sur image. Plus de détails sur certains termes techniques, une interrogation sur la pertinence de la partie historique. Alors concernant les termes techniques, vous en verrez d'autres également lors de la 3e session. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vocabulaire. J'ai volontairement fait en sorte que ça soit assez clair. J'ai évité en tout cas certains mots pour que ça soit accessible à tous. Mais c'est vrai que dans l'IA générative, il y a beaucoup de vocabulaire qui peut être explicité. Et si vous êtes intéressé, je pourrais faire un petit dico aussi, pourquoi pas dessus. Plusieurs participants souhaiteraient recevoir les slides, donc les personnes qui m'ont demandé, en tout cas je leur ai envoyé par email. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à vous signaler, il y a peut-être eu un petit problème de mail. Certains participants expriment le désir d'avoir un enregistrement des sessions. Vous êtes en train de regarder le replay, donc c'est plutôt gagné. Et surtout pour ceux qui ne peuvent pas y assister en personne. Les commentaires soulignent votre pédagogie et la qualité de la présentation. Voilà, tout ça c'est une petite synthèse qui, comme vous le devinez, a été faite par ChatGPT par rapport à vos commentaires. Ensuite, l'évaluation globale du webinaire. La majorité des évaluations sont positives avec plusieurs 5 sur 5. Merci beaucoup. Quelques participants ont donné une note de 4, indiquant une satisfaction élevée, mais avec de petites réserves, principalement liées à la brièveté du format. Effectivement, j'ai choisi volontairement un format de 30 minutes pour pouvoir parler à tous, mais aussi je sais qu'on a tous un métier, on a des choses à faire en fin de journée. Et 30 minutes en distanciel, c'est vraiment le format le plus intéressant pour attirer le plus de monde et éviter que ça soit trop long, que ça soit après ennuyeux et que finalement on s'intéresse qu'à la partie replay qu'on peut passer en accéléré. Voilà, 30 minutes, ça permet d'avoir un échange assez plutôt dynamique et c'était pas que 30 minutes, il y a plusieurs sessions de 30 minutes, dont une en présentiel qui va durer 2 heures. Donc j'espère que ceux qui ont dit que effectivement ils voulaient en voir plus, seront présents effectivement à Paris dimanche, ce dimanche 10 décembre. Donc on verra ça ensemble. Ces retours reflètent un intérêt marqué pour l'IA en communication, en formation et un désir d'approfondissement et de contenu plus détaillé. La demande pour les slides et les enregistrements suggère une volonté d'engagement continu au-delà du webinaire lui-même. Et ça, oui, ça c'est une marque profonde d'engagement. On s'intéresse au sujet quand je vois que quelqu'un après me demande le replay, le document, le support, etc. On me pose 2-3 questions. Je me dis, hop, le message est passé. Le contenu a été suffisamment engageant pour qu'on s'intéresse au-delà de ce que je raconte et rendre la personne autonome, aller chercher les infos, découvrir des méthodes, des angles de vue différents sur un outil dont on peut faire l'exploration soi-même, mais ce qui est délicat, c'est justement de trouver quel est le bon angle d'attaque, quelle est la philosophie qui peut se cacher derrière ce genre d'outil, et j'espère avoir pu répondre en tout ou partie à ce genre de points. Et enfin, j'avais demandé également quels étaient les sujets par rapport à ceux que j'anime, ceux qui peuvent intéresser la communauté Mensa. Et voilà, vous avez tout ça. Donc j'avais listé la communication, l'improvisation, la cybersécurité. Et c'est simple, vous vous intéressez absolument à tout. Tous les sujets que j'ai pu évoquer, de ce que j'en retiens, c'est que voilà, vous vous intéressez énormément à tous les sujets que j'ai évoqués. Alors un qui a tendance quand même à revenir assez régulièrement, c'est sur la communication et l'improvisation. Donc on va pouvoir faire quelques petites choses ensemble déjà ce dimanche, mais ça pourrait être poussé un peu plus loin pour les prochaines sessions. Je vais voir, je vais continuer à vous sonder, voir s'il y a quelque chose. En tout cas, on m'a contacté directement, même pour faire du coaching individuel ou des choses comme ça. Donc c'est, je l'avoue, aussi un petit peu nouveau pour moi, même si j'ai plus de 15 ans d'improvisation théâtrale et puis théâtre classique derrière moi. Je suis conférencier, je suis formateur, mais je forme plutôt dans l'IA, la robotique, et je vois qu'il y a une forte demande aussi pour former notamment des conférenciers, des formateurs et pourquoi pas des improvisateurs
auditeurs et même des personnes qui veulent faire du stand-up, qui m'ont contacté, je dirais pourquoi pas, voilà, j'ai pas mal d'exercices sous le coude, donc il y aura des choses peut-être qui pourront être faites ensemble. Je vous en parlerai un petit peu plus, en sachant, je dis humblement, que c'est un peu nouveau pour moi. Donc je participe, je joue, je veux dire, je suis un comédien amateur, j'adore l'impro, mais en tout cas coacher et former d'autres personnes à l'impro, c'est un petit peu nouveau pour moi. Donc on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter ensemble. La cybersécurité revient aussi souvent, donc un sujet un peu plus carré, on va dire. Voilà, c'est lourd, il y a beaucoup de choses à dire et à faire dessus. Et j'anime spécifiquement des sujets qui mélangent intelligence artificielle, robotique et cybersécurité, ainsi que ce qu'on appelle la sécurité opérationnelle. Donc il va au-delà de l'ordinateur, mais ça va être voilà, la sécurité des biens, des personnes, de l'environnement lié à l'IA, donc aussi bien pour se défendre que pour attaquer. Donc ça, je sais que c'est des sujets qui vous intéressent beaucoup. La partie code et ChatGPT, comment programmer, comment coder avec ChatGPT, c'est quelque chose qui vous intéresse. La partie pédagogie, évaluation, c'est quelque chose qui est revenu aussi dans vos commentaires, en parlant de quiz, en parlant d'évaluation de textes, par exemple, par des étudiants. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi spécifiquement par rapport à votre demande. J'ai parlé aussi de ludopédagogie, d'illusionnisme et de formation. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis connu aussi pour faire des tours de magie, des spectacles. J'ai fait des cabarets parisiens. J'ai travaillé pour des associations caritatives. J'ai fait des spectacles sur Paris, sur Versailles. Et je suis connu pour faire des petits tours de magie avec des robots. Voilà, il y a un moment donné, voilà, il y a un retour, un retour aux sources avec des robots, de l'IA ou des choses comme ça. Mais je fais aussi des tours très classiques. Et c'est vrai qu'on m'a demandé pour certaines formations, des fois de faire un petit tour, une petite chose, chose que j'ai eu l'occasion de faire. Et je sais que certaines personnes sont assez intriguées. Donc je verrai à l'occasion s'il y a quelque chose aussi à faire dessus. En matière d'illusionnisme aussi, il y a le mentalisme et tout ce qui est lié à la mnémotechnie. Je pense que c'est des choses qui pourraient vous intéresser. Donc pareil, ça sera à creuser pour moi plus tard. Et enfin aussi des demandes pour comment débuter avec l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'ouvrages, beaucoup de sites internet et on ne sait pas par quel bout commencer. Et je peux remarquer souvent dans de nombreux ouvrages ou pas mal de vidéos en ligne où on commence par des choses qui ne sont pas forcément motivante. Alors, je ne dis pas compliqué, complexe ou autre, mais motivante. La motivation, en termes d'IA, c'est quand même important de trouver des exercices, de trouver une voie qui explique comment, en tout cas, on peut se motiver à créer des projets en intelligence artificielle. Et un de mes angles d'attaque, notamment, c'est d'utiliser de l'IA de façon pratique, pragmatique, avec, par exemple, de la robotique. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui est très apprécié parce qu'on a quelque chose de concret. Donc on ne va pas simplement détecter des petits points sur un plan, mais on va avoir des robots qui vont pouvoir se déplacer, qui vont pouvoir se programmer, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, en général, motive pas mal les personnes qui veulent débuter en IA pour trouver des applications concrètes et se motiver. Donc je garde aussi ça sous le coude. Alors je ne sais pas par quoi commencer, mais en tout cas en fonction de nos échanges, je pense qu'on pourra trouver un terrain d'entente et ça sera avec plaisir que je pourrai échanger avec vous sur ces différents sujets. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ce petit contenu supplémentaire aura pu également répondre à vos questions. Je vous invite, comme je l'ai dit, à me contacter si jamais vous avez des questions. Vous avez mon adresse mail ici et sinon je vous souhaite de merveilleuses conversations avec ChatGPT et je vous dis à bientôt.